Produit avec le soutien de la MDJS. Salut les amis, bienvenue dans Icône, le podcast de Radio Ma'arif qui donne la parole aux passionnés pour parler de gens qui les ont inspirés. Nous sommes aujourd'hui avec, comme d'habitude, deux invités. Amin Bennis, à ma droite, artiste peintre de son état. Salut Amin. Bonsoir Reda. Comment ça va? Très bien, et toi? Quelle bonne mine. Bah écoute, on est là. C'est quand on voit ton sourire radieux qu'on regrette de ne pas avoir ces vidéos. Et Hicham Bahou, première fois. Salut Hicham. Alors, salut. Il faut quand même expliquer qu'Hicham Bahou, c'est la moitié de l'équipe fondatrice du Boulevard, c'est bien ça? C'est ça. Je pose la question. C'est la moitié basse ou haute. Non, c'est la droite ou la gauche, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est la famille. Amin Bennis, de qui veux-tu nous parler, s'il te plaît? Alors, je voudrais te parler aujourd'hui de Nourdine Amrabat, notre icône nationale de football. Oui. Et pourquoi lui? Alors, parce que Nourdine Amrabat, il a un parcours assez extraordinaire. Et aujourd'hui, on parle d'une légende du football, après des prestations qui ont été assez incroyables, mais pour un peu voir un peu le personnage, cette légende s'est construite avec le temps. Oui. Et en fait, pour parler un peu de son enfance, il est né aux Pays-Bas, à Naarden, en 87. C'est un Rifin, je pense. Lui. Voilà, dans une famille d'origine Rifaine, immigrée. Et il a fait ses classes, lui, à l'académie, la prestigieuse académie de l'Ajax d'Amsterdam. Ah bon? Ouais, il a passé 4 ans là-bas, mais il s'est fait recaler à la fin. Pourquoi? Parce que malheureusement, il avait de nombreuses blessures. Probablement parce qu'il a beaucoup combattu. L'intensité de son jeu. Ouais. On va parler de son style. Et il a été donc recalé à cause parce qu'il pouvait pas être très performant à cause de ses blessures, et donc il a été recalé par l'académie de l'Ajax et il a commencé à jouer en D2 hollandaise. L'Eredivisie 2. Voilà. Et c'est là où il s'est fait remarquer par un club de D1 qui est assez prestigieux, qui est le PSV Eindhoven, qui va rejoindre en 2008 et où il va passer 3 ans. D'accord. Et c'est là qu'on le découvre, nous. Alors, c'est là qu'on le découvre, c'est là où il commence à marquer des buts, c'est là où il commence à être connu internationalement. Et au bout de ces 3 ans, c'est les Turcs qui s'intéressent à lui. Et il va jouer dans un premier club qui est le Kayserispor, avant de finir au Galatasaray, où il va faire des matchs assez impressionnants, où il va se faire vraiment remarquer par des recruteurs de la Liga. D'accord. Alors, Nourdine Amrabat, c'est le voyageur international, c'est le bourlingueur, c'est un parcours mais j'ai assez... une théorie là-dessus, je l'ai dit. Donc, il commence en Eredivisie, il va en Liga, il va en Turquie pendant 3 ans. Après, il va à la Liga, il va à Malaga. Malaga qui était entraîné... c'est Malaga au moment où un grand cheikh émirati l'avait acheté, je crois. Il avait mis comme coach Bernd Schuster. D'accord. Tu vois, Bernd Schuster, il avait passé 2 ans là-bas. Et puis, en 2016... il attire les recruteurs de la Première Ligue. Watford. Et il va à Watford. Et Watford, tu te rappelles, Elton John qui avait un moment... qui avait acheté Watford. Voilà. Mais ça, c'est... mais il ne reste qu'un an à Watford. Il revient en Liga et il va à Leganés. Exactement. Voilà. Et puis, après la Coupe du Monde, on parlera, je pense, tout à l'heure de la Coupe du Monde. Bah oui, c'est son highlight. Voilà, c'est son highlight. Et après la Coupe du Monde, il va en Arabie Saoudite où il y est encore. Il est parti rejoindre, alhamdoulilah, au club de Nasr. Alors, ça peut avoir l'air bizarre de discuter du statut d'icône d'un joueur qui a enchaîné comme ça, qui a enchaîné les clubs quand même de seconde zone. Galatasaray, c'est un club de première zone. Mais Watford, Leganés, Malaga, mais ce bonhomme-là, avec le maillot de l'équipe nationale, et parce qu'il faut parler maintenant de l'équipe nationale, a délivré des prestations systématiquement intenses, d'un niveau d'engagement mais rarement atteint, et c'est, j'ai envie de dire, ce que tout supporter a envie de voir, c'est-à-dire un bonhomme qui se donne à fond. Au-delà du résultat, au-delà de gagner et de perdre, le foot, on perd plus souvent qu'on gagne. Quand on est l'équipe du Maroc, on n'a pas vraiment l'ambition de gagner la Coupe du Monde. Par contre, on aimerait voir 11 Amrabat. Voilà. Ouais. Et en fait, son histoire avec l'équipe marocaine est assez extraordinaire. Il a 64 sélections nationales, mais son vrai début, c'est les JO de 2012. Ouais, c'est incroyable. On ne voyait que lui dans l'écran. Alors on est au mois d'août, en plein Ramadan. Ouais. Le Maroc sortait d'une défaite avec le Japon. Il avait fait match avec l'Honduras. Il y avait le 3e match contre l'Espagne. Il fallait gagner absolument pour se qualifier. Et là, on voit
un TGV. Ouais. Je crois qu'il jouait sur l'aile gauche, Ouais. si tu te rappelles. Et il n'a pas arrêté de courir du début jusqu'à la fin du match. On ne voyait que lui à l'écran. Saïm. Saïm, la première minute, à la 90, à un moment, on pensait qu'il allait fléchir. Il n'arrêtait pas d'être Non, mais sur je me l'écran. rappelle la blague à l'époque, c'était on aurait dû envoyer Kamarabat au JO, il aurait pu faire le javelot, la boxe. Non, il y a une espèce de débauche d'énergie. Voilà, phénoménal. ça, c'était son premier fait d'armes. Ouais, ouais. On voyait que lui. Voilà, on voyait que lui. Et il était incroyablement performant et surtout combatif et courait. C'est ça, c'est pas un joueur technique, c'est un joueur qui, si son niveau technique était à son niveau. D'ailleurs, je rigolais en parlant de boxe ou de lancer de. On a presque l'impression qu'il a un tel potentiel physique qu'il aurait pu réussir dans un autre sport Exactement, aussi. exactement. Euh, Tu sais quel est le surnom qu'on lui a donné au JO? Le triporteur. The Tanker. Nous, on appelle le triporteur parce que c'est quelque chose qui est de puissant, mais qui a du mal à changer de direction, quoi. Justement, ce qu'on garde dans la mémoire collective, la culture مثلا des footballeurs, c'est l'engagement. C'est neuf. Dès que neuf. Ouais. Et même, c'est même pas la technicité Non. ou la. Non. Mais- C'est un cadeau pour les supporters. En fait, moi, Amrabat, pour moi, c'est le bonhomme qui me remplit les écrans. Tu parlais de Watford, je me rappelle une défaite de Watford contre Liverpool 4-0. Ils n'avaient pas levé la tête de l'eau. C'était pas un grand Liverpool à l'époque, mais ils avaient mis la marée à Watford. Et sur l'écran, Amrabat était dans tous les plans. C'est-à-dire qu'il te remplit ton écran. Il y a Ouattara, il a débordé. Et puis avec ce jeu d'épaule, ce jeu physique ce jeu qui est d'épaule, là, en où appui. il arrache le bras. En appui, ouais. Et il y a évidemment cette... Et moi, j'ai une théorie sur tous les clubs que tu viens de citer. J'ai l'impression qu'Amrabat, il arrive toujours dans un club, il n'est pas titulaire. Et il met tellement de cœur et d'énergie qu'il finit par s'imposer dans le 11. Et du coup, c'est quasiment impossible de l'enlever. Mais comme techniquement il est limité, il change de club. Voilà. Et puis il recommence sa petite boucle, il commence remplaçant, et puis il se pose dans les 11, et puis il va, etc. Et puis on oublie toujours son côté technique qui n'est pas extraordinaire. Et puis quand on voit cette combativité, on lui pardonne presque de ne pas être un brillant technicien. Et parce que de toute façon, il va réussir à faire la différence sur son physique. Et voilà. Et puis donc parce que je pense que par rapport à d'autres joueurs qui sont plus techniques, Ah, c'est sûr, c'est pas Ziyech, Voilà, c'est pas Timoumi, c'est pas. Non, on est dans autre chose. mais C'est atypique chez nous. C'est atypique de voir un bonhomme autant donné, parce que bon, il faut quand même mettre les performances de Nordin Amrabat dans le cadre d'une génération qui a été suspectée, à tort ou à raison, c'est pas le débat, d'avoir un engagement moyen. Ouais. Voilà. Et ce bonhomme-là, tout seul, Et tu sais d'ailleurs, c'est impossible d'en douter, quoi. Un autre tournant qui va construire sa légende, c'est qu'en 2016, il décide de faire de la musculation. C'est quand il est à Watford. Il décide de faire de la musculation. Pourquoi? Il se dit, Adama Traoré. voilà, il se dit non, pour être performant en Afrique, pour aller jouer dans les joutes africaines, dans les terrains difficiles avec des adversaires très physiques, il faut que je muscle mon jeu, il faut que je me muscle, il faut que je sois beaucoup plus fort. Il prend beaucoup de muscles. Voilà, et il prend beaucoup de muscles cette année-là, et ça va être le Amrabat qui est en préparation et qu'on va voir En après 2018. en 2018. Ouais. Mais il faut parler de 2018. Voilà. Allons-y. Alors, Premier 2000 match. Voilà, 2018, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que c'est le premier match contre l'Iran où il se blesse très sérieusement un quart d'heure de la fin du match. Prend un KO. Voilà, commotion cérébrale. Il sort, prend un KO. Les médecins disent qu'il faut qu'il passe une semaine avant de pouvoir rejouer. Il dit qu'il est hors de question, qu'il veut absolument jouer. Ça montre, on revient encore dans le côté combatif. On est dans le gladiateur. Alors difficilement les médecins de l'équipe nationale l'autorisent à jouer mais avec un casque. Qu'il enlève au bout de Combien très vite. Voilà, très vite, il enlève. Voilà, il met un casque, on enlève le casque. Et encore une fois, on ne voit que lui dans ce match. C'est-à-dire il prend la décision, j'enlève le casque, c'est vraiment, c'est peut-être inconscient de sa part, mais en tout cas, il le fait. Ça correspond tout à fait, ça rentre dans le personnage. Ça rentre dans le personnage et il nous sort un match incroyable contre le Portugal. Et un match qu'on domine, qui vraiment, il crève l'écran et il refait le même match. Contre l'Espagne. Où on est dominé. On est dominé, mais où il quand même, il a un tir, je crois, qui fracasse la barre, que tout le monde se rappelle. Mais cette image de voir Amrabat en début de match contre le Portugal avec ce casque, et être là, et donner des coups d'épaule. C'est vraiment l'image du gladiateur dans toute sa splendeur. Tout à fait. Et je crois qu'il est rentré dans le cœur des Marocains pendant cette Coupe du Monde, vraiment, comme tu as dit, on n'avait pas l'habitude de voir des joueurs aussi combatifs sur un terrain. On a eu d'autres joueurs plus techniciens, brillants, etc. Mais aussi combatifs, on n'avait pas l'habitude de voir ce profil. Il impose le respect, ouais. Moi, je pense que la pire des choses pour une équipe, en tout cas pour l'équipe nationale, le rapport avec le public marocain, c'est quand tu sens qu'ils sont pas convaincus. Ils sont pas concernés. Fatigués. C'est même s'ils gagnent, il y a des réactions extrêmement. Et on le sent, radicales. Le public ne l'accepte pas. Et on peut accepter toute défaite
quand tu vois qu'il y a une énergie Exactement, du groupe. exactement. C'est pour ça que moi je suis contre la théorie qui veut que seuls les résultats comptent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regarde, on n'a jamais gagné de Coupe du Monde. 2018. 2018, je pense tout le monde a super bien accueilli l'équipe. C'est l'engagement, ça se voit, c'est sincère. Il y a des, même au niveau des clubs, comment tu supportes des clubs qui n'ont parfois jamais rien gagné. C'est la majorité des clubs d'ailleurs n'a jamais rien gagné. Pourtant tu as des gens passionnés et la façon dont tu mènes le combat est presque aussi plus importante que son issue. Mais Amrabat, je vais rajouter deux choses. Il y a ce qu'il dit aussi, qui est pour sa légende. Et il y a une interview qui est Riyadiyya. Amrabat ma kedouche bda les jamzian. Il a non mais là il avait fait l'effort de parler. Voilà, de parler et puis il nous a fait une phrase du genre هذا World Cup وقالوا ليه شنو بغيتي في القرعه ولا ضد من بغيتي تلعب قال له اللي جاب بسم الله اللي جات بسم الله. Enfin il a fait une phrase un peu bizarre comme ça et les gens ont adoré. Il y avait un jeu aussi dans l'équipe nationale, c'était de faire parler Amrabat parce qu'il faisait des fautes, mais il le faisait avec une telle sincérité que les gens ont adoré. Et évidemment, et la deuxième chose que je vais te laisser raconter, c'est ce qu'il a fait à la fin de ce Maroc-Espagne qui se termine sur une égalisation foireuse d'un corner tiré à l'envers où il s'adresse à la caméra. Ah, voilà. Et puis il nous fait ce VAR is bullshit qui devient un gif, un mème que tout le monde reprend. C'est le côté un peu revendicateur de Amrabat qu'on connaissait pas et ça rentre encore dans le combat. C'est-à-dire qu'il est là, C'est contre la FIFA. On a fini avec l'Espagne. Oui. Et tu sais que contre le Portugal, il avait déclaré que l'arbitre du match avait demandé le maillot de Ronaldo à la mi-temps. Oui. Et c'est typiquement le genre d'histoire. Si on n'était pas un petit pays là-bas sans gros poids, il aurait fait un scandale. Ça aurait fait un scandale, mais bon, la FIFA après a dit que c'était faux, elle a refuté ce Par contre, truc-là. il n'a pas dit que le corner était à l'envers. Voilà, il n'a pas dit que le corner était à l'envers. Et bon, et puis là, il fait son VAR is bullshit avec le geste que tout le monde se rappelle. Mais dans ce VAR is bullshit, quand vous regardez bien la séquence, elle est parfaite. Il a un petit air ironique. Et il fait une petite grimace. Il la détaille avec les lèvres, comme ça on peut lire sur ses lèvres. Il l'a dit 2 fois, il fait un geste d'un écran. C'est d'une clarté absolue. Oui. Et il va devenir... Il est très expressif aussi. Et il va devenir... Bon, je sais pas, les Marocains parlent depuis la nuit des temps. Ça fait des millions d'années que tous les Marocains parlent. Et ben, ça va devenir la phrase la plus célèbre dans le monde prononcée par un Marocain. Exactement. VAR is bullshit. Et ça, quand même, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette pertinence. Non, mais et comme tu dis, il a une bouille incroyable. Il a une petite bouille, on dirait un bébé. Il est toujours souriant. C'est-à-dire qu'il est très quand tu le vois et il est toujours là, positif. Et on en connaît des joueurs qui n'ont pas une tête très positive. Tu vois, mais lui, il est toujours là, sympathique. Il y en a même beaucoup dans cette génération. Il réussit à dire VAR is bullshit avec un air comme ça. Et là, d'un seul coup, joyeux. Et on le ressort à chaque match parce qu'effectivement, il avait raison. Il avait raison. VAR is bullshit. Statut validé, hein, sans discussion. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, tu parlais de ce côté sympathique, il y a aussi le côté protecteur. Là, on a vu dans le Maroc-Côte d'Ivoire quand il y avait son petit frère, on a l'impression qu'il le protégeait. Il y a une photo magnifique où ils sont en train de lutter pour garder, enfin, où tu as l'impression que c'est les 2 frères contre toute la Côte d'Ivoire. C'est magnifique. Merci, Amine, beaucoup. Je t'en prie. Hicham Bahou, tu es venu pour nous parler de qui, s'il te plaît? Je vais vous parler d'un artiste, Amour Mbark. Alors déjà, point technique, hein, Amour Mbark, c'est la génération où on disait Amour Mbark. Ouais, son prénom c'est Mbark. Honnêtement, ouais, je sais pas. Aucune idée. Amour Mbark, parce qu'Amour c'est pas un prénom. C'est pas un prénom, là en tout cas, c'est pas courant. Mbark, c'est un prénom. Mbark, c'est un prénom. Ouais, mais ça peut être. Ça peut être Mbark, Amour. Le nom de famille aussi. Ouais, bon, bref, oublions cette histoire. Amour Mbark, on va commencer par l'écouter. Est-ce que tu as un morceau à nous conseiller? Oui, un morceau, je pense, de la fin des années 70, Wayahoo. Moi, j'adore ce morceau parce qu'il est très différent c'est disons un peu cette phase première de Amour Mbark qui est acoustique, guitare acoustique et percussion et voix. C'était un peu à l'époque, les années 70, c'était une vague moderne avec Fred Maigret. Idir, c'était, mais il y avait ce son très courant très folk. Ouais. Ben on va écouter, on en reparle.
Voilà, c'était Amolim Balak. Alors, Amolim Balak, il est du sud, on imagine. Il est de Teroudant, il est né à Teroudant, grandi là-bas dans la région. Et rapidement, pour faire un peu sa petite bio, Amouri a grandi là-bas, a une influence bien sûr de la musique populaire et traditionnelle, de l'ancienne poésie d'Erwais, mais c'est quelqu'un aussi qui a modernisé justement la musique du sud, du Souss, qui est passé, et pas justement à la pop qu'on va voir par la suite avec des groupes comme, plutôt au début comme Izenzarn. Moré a été un peu le chanteur qui nomadisait, qui chantait avec sa guitare. À un moment, il était avec l'harmonica. Le barde. Il y a une vision. Moulin Balak, il est un peu dans la famille, on a envie de dire, des Dylan, Woody Guthrie, Idil. C'est un peu le barde, quoi. Un peu le... Exactement, et qui fait le lien. Mais qui fait vraiment le lien entre ce passage, on va dire, musique traditionnelle. Très local et en même temps très moderne. C'est-à-dire, il est, qui est un Ipsousia, il est dans sa tradition, mais on sent bien qu'il appartient à quelque chose qui le dépasse. Mais il a changé de style. C'est pas la poésie à l'ancienne des Royce, mais plutôt très moderne pour l'époque, la manière de chanter. Et il reprenait pas mal de poètes comme Ezeiko, Moustawi, c'est des grands noms de la poésie moderne, Mazir. Et pour lui, c'est particulier parce que c'est quelqu'un d'assez engagé. Il n'a jamais voulu, disons, choisir un peu la facilité de faire juste la musique populaire que réclamait le public. Il a toujours pris un peu côté sans grande chance, alternatif. Ouais. C'est-à-dire qu'il a jamais été, je cherche un mot, il a jamais été dans le divertissement ou bien dans le vide. Voilà, il a jamais produit du vide. Voilà. Et c'est lui qui choisissait ce qu'il voulait chanter. C'est quelqu'un de têtu, c'est quelqu'un de très indépendant. Très têtu. Et très indépendant. Et moi, je parle de lui parce qu'en fait, je suis pas grand connaisseur de son répertoire, de sa poésie, mais c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de bien connaître à un moment quand j'étais plutôt adolescent, plus jeune, ici, quartier Ma'arif, pas très loin du bureau de Radio Ma'arif. Moi, j'allais chez mon meilleur pote à l'époque, mon meilleur pote Karim, chez qui j'allais souvent. Donc, je voyais très souvent chez eux à Morimbar, puisqu'il passait 6 mois à Taroudan, 6 mois à Casablanca, grosso modo. C'est quelqu'un qui marchait beaucoup, il prenait jamais de taxi. Mjdo Bouheli, c'est quelqu'un qui prenait pas le carroussi, c'est quelqu'un qui prenait sa guitare et qui faisait les routes en autostop. C'était ça son Radi vraiment blehid dialo, et il faisait exactement ce que sa tête zama, ce qu'il sentait. Mais c'est le genre d'attitude. C'est le genre d'attitude au Maroc quand tu es vraiment attaché à ton intégrité, à ton indépendance, qui te mène très vite sur le côté de la route. Bien sûr, Bouheli. Justement, Bouheli. Sur le côté de la route. Et détail pour les gens qui le savent pas, si vous connaissez le chanteur Ahmed Sultan. Oui. Voilà, c'est son oncle. Ahmed Sultan, moi, par exemple, je l'ai souvent croisé à l'époque, et quand je l'ai recroisé plus de 20 ans plus tard, j'ai pas calculé au début que c'était la même personne, même lui. Nous, on se connaissait. Et Morim Bark, au fait, a chanté pas mal, un peu l'immigration, l'exil. Il y a une chanson qui s'appelle Gennevilliers, je pense. Gennevilliers, qui était un poème de Azeiko. Et bien sûr, il y a une grande diaspora marocaine, Soussi, et en général beaucoup dans la chanson Soussi. Chantait beaucoup l'immigration parce que c'était un peu les changements sociaux, les modes de vie, donc et toute la connexion entre les différentes communautés du Sud. C'est un thème récurrent chez pas mal de Grand Ouest à l'époque. Mori a toujours été un peu, on va dire, navigué en parallèle un peu de ces mondes-là. Je pense qu'il a été très connu au Maroc après 85 quand il a eu un 3e prix dans un grand festival de musique. Il passait la RTM, la seule chaîne à l'époque, de toute façon, où il a chanté avec un orchestre. Ouais, c'est là où ça se modernise, il intègre les synthés. C'est là où il y a vraiment, c'est devenu un peu un nom national, mais ça reste, comme beaucoup aussi dans les musiques un peu du Souss, des musiques un peu communautaires qui sont écoutées en général par les gens du Sud, du Souss, c'est berbérophone.
et donc très peu, on va dire, accessible un peu à un public général au Maroc. Ouais, il y a des morceaux chantés en amazigh qui sont sortis de cette communauté, hein, je pense. Bien sûr, de Izenzar. Ouais, voilà. Mehna, connaît. Mehna de Izenzaran, Ababa Inouva, justement, de Idir, je pense que même des Français la connaissent, quoi. Mais lui, non, lui, il avait un côté, je pense, un peu discret, déjà. Et dur, voilà. On va pas lui faire ce qu'on veut. Et je vous assure que dans ce monde de la musique, quand on n'arrive pas à te faire ce qu'ils veulent, eh ben, tu peux gagner beaucoup de respect de la part du public, mais tu vas rester toujours un petit peu sur le côté. Je pense que c'est ce qui lui est arrivé. C'est son itinéraire, c'est ça, c'est sa vie. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il a aussi ce statut d'icône. C'est sa vie, mais il est très respecté, il est très aimé par le grand public, et toujours un peu comme une comète en parallèle de cette vague, parce qu'après les années 70-80, il y a eu toute cette pop synthétisée, comme on retrouve un peu partout dans les différents genres de musique populaire au Maroc. D'ailleurs, même on dirigeait à l'époque les frères Migri, ce courant ne s'est pas développé. Oui, mais il a laissé des belles choses quand même. On va Bien pas, voilà, on va pas rentrer dans les détails c'est un son qui a, enfin, je veux dire, tu l'écoutes aujourd'hui, tu es heureux, ça fait plaisir, les étoiles, etc. Bien évidemment. Ça sonne, quoi. Ça sonne, et puis il y avait une grande diversité à l'époque. Voilà, donc on va juste préciser que Moulay Mbalak est décédé en 2015. C'est ça. Voilà. Et qu'il a fait partie d'un groupe qui s'appelait Ousmane, c'est bien ça? Bah oui, qui est un peu le précurseur, les premiers groupes modernes de l'époque. C'est après qu'il a développé sa carrière solo. Merci. Donc, Hicham Bahou sur Moulay Mbalak, tampon de la validation du dossier administratif de statut d'icône marocaine délivré par Radio Ma'arif à Moulay Mbalak et à Nordin Amrab d'un seul coup aujourd'hui de valider, comme à chaque émission. Et alors qu'on refuse quelqu'un un jour, juste pour le principe. Il faut aller loin pour trouver. Non, faut surtout être pervers pour appeler quelqu'un. Lui demander de te parler, à la fin lui dire non. Merci beaucoup les amis, et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Icône. Merci, avec plaisir. Produit avec le soutien de la MDJS.